Alors bonjour, donc, dans cette vidéo nous allons lire la fiche de cours de premier enseignement scientifique sur le son, un phénomène vibratoire. Alors on a défini ce qu'était un son. Donc un son est une onde que nous percevons grâce à notre ouïe. Donc il s'agit d'un phénomène vibratoire qui ne peut se propager que dans un milieu matériel, c'est-à-dire dans un milieu où il y a de la matière, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire liquide, solide ou gaz. Ce milieu subit alors au passage de l'onde de légères variations de pression, c'est-à-dire qu'en fait c'est localement des pressions sur pression qui se propagent de proche en proche, via la matière. Où on a vu ce que c'était que des sons purs et composés. Donc un son est dit pur si celui-ci est associé à un signal périodique de fréquence f correspondant à un signal sinusoïdal. Donc ici par exemple vous avez un son pur en bleu là. Donc c'est une sinusoïde pure telle que vous l'avez définie et représentée en mathématiques. Ici vous avez un deuxième son pur en vert ici. Donc ce sont des sinusoïdes tels que vous les connaissez et tels que vous les avez étudiés en maths. Ici, deux sons purs. Nous avons vu aussi ce que c'est qu'un son composé. Donc un son, il est composé lorsqu'il est associé à un signal qui est périodique, mais non sinusoïdal. Il est alors possible de décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences différentes, tous multiples d'une fréquence petit f. Donc pour parler clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel signal périodique non sinusoïdal, les mathématiciens ont démontré qu'en fait on pouvait le décomposer, c'est-à-dire on pouvait dire que c'était une somme de signaux périodiques sinusoïdaux avec des fréquences qui étaient multiples de la fréquence du signal. Donc ici par exemple, regardez bien, vous avez un son composé là, qui est le son rouge. Est-ce que vous remarquez que ce son rouge n'est absolument pas sinusoïdal? Par contre, regardez bien, il se reproduit. Ici on voit bien clairement, si je vous remets ici, vous avez là ici une période. Donc ici vous avez un motif, ici, là, jusque, jusque là vous avez un motif. Ce motif là on voit bien que ce n'est pas le motif d'une onde périodique sinusoïdale. Par contre on voit bien que c'est périodique. Donc on peut démontrer, en fait, ici on voit bien, il y a marqué ici dans la légende, que le son composé en rouge résulte de l'addition des deux sons purs en bleu et en vert. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous additionnez le son vert et le son bleu, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que vous allez obtenir le son rouge. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cet exemple simple, l'addition de deux sons purs sinusoïdaux, c'est-à-dire le bleu et le vert, permettent d'obtenir un autre son composé cette fois-ci, qui est toujours périodique, mais qui lui n'est pas de forme sinusoïdale. Donc retenez bien, les sons composés peuvent se décomposer en un nombre, une infinité d'ondes sinusoïdales, dont la fréquence de ces ondes sinusoïdales est toute multiple de la fréquence. Alors ces fréquences-là, qu'on appelle les fréquences multiples, on appelle ça les harmoniques, et la fréquence du signal, on appelle ça la fréquence fondamentale. Alors je vais revenir juste ici sur quelques représentations. Alors pour ça, vous avez certainement utilisé en TP les spectres ou l'analyse spectrale. Ici, vous avez la représentation, on va dire la représentation temporelle. Donc, c'est-à-dire en gros, vous faites un son au bord d'un micro, vous reliez ce micro à l'ordinateur, vous représentez l'amplitude du signal en fonction du temps. Donc, quand vous faites par exemple un La 440, vous obtenez par exemple ici ce signal pur associé à une onde sinusoïdale. Si vous faites l'analyse spectrale, donc l'analyse spectrale, regardez bien, c'est une courbe qui représente l'amplitude, cette fois-ci du signal, en fonction de la fréquence, c'est-à-dire les composantes fréquentielles du signal associé ici à ce signal temporel. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans un signal pur, un son pur, vous avez ici un seul pic. Alors dans le cas idéal, dans le cas des TP, on a vu que les pics n'étaient pas infiniment fins, ils avaient une largeur. L'explication de ça, vous la verrez plus tard. Mais en gros, ici, ça veut dire que vous avez un pic à 440, donc 440 Hz. Donc ça veut dire que ce signal-là, il est composé d'une onde, de sinusoïdale, de fréquence 440 Hz. Et il n'y a qu'une composante. Ensuite, si je prends un son composé, ici, on vous dit un son composé est associé à un signal électrique, donc par exemple correspondant ici à une somme de plusieurs sinusoïdes. Imaginez, vous faites un signal, vous faites un La aussi, à 440, sauf que vous le faites avec une flûte, avec une guitare ou avec un autre instrument. Vous n'allez jamais obtenir le signal sinusoïdal que vous avez ici au-dessus. Vous allez obtenir un signal
qui sera aussi avec la même période, regardez bien 002. La période 002, c'est la même période, mais par contre pas du tout le même motif. On voit bien ici, vous avez ici donc la sinusoïde pure. Ici, on voit bien qu'on n'a clairement pas une sinusoïde pure. Pourtant, on a la même période et pourtant on a un signal périodique qui se reproduit avec le même intervalle de temps. Si vous faites l'analyse spectrale, ben vous allez voir qu'en fait vous avez plusieurs pics. Vous avez 440, le fondamental, qui correspond donc à la fréquence du signal, c'est-à-dire celle qui est f égale 1 sur t, avec t qui est égale ici la période du signal. Donc ça, c'est le fondamental. Et vous en avez d'autres. Regardez bien, vous avez un pic à 880, 1320, 1760, 2200, etc. Donc tous ceux qui sont multiples de 440. Alors c'est assez facile sur le premier, parce que 880, on sait pertinemment que c'est 2 fois 440. Là, c'est 3 fois 440, 4 fois, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Pour parler simplement, ça veut dire en fait que dans ce signal-là, vous pourriez très bien décomposer ce signal périodique composé avec un signal sinusoïdal de fréquence 440, c'est-à-dire celui-là en fait, plus un signal sinusoïdal avec une fréquence qui serait de 880, c'est-à-dire le double de 440, plus avec encore une onde sinusoïdale avec une fréquence de 1320, plus, etc., etc., etc. Et à chaque fois, vous jouez sur les amplitudes de chacune de ces composantes avec l'intensité que vous voyez ici. Ça pourrait être un exercice très intéressant, mais qui vous prendrait beaucoup de temps. Retenez une chose importante. L'analyse spectrale vous donne les composantes fréquentielles qu'il y a dans le signal. Si vous avez un seul pic, ça veut dire qu'en fait vous avez une sinusoïde pure. Et si vous avez une sinusoïde pure, donc vous avez la courbe que vous connaissez, que vous avez déjà étudiée en maths. Si vous avez plusieurs pics dans l'analyse spectrale, ça veut dire qu'il y a plusieurs composantes fréquentielles. Vous verrez que généralement ces composantes fréquentielles sont multiples ici, donc du premier pic identifiable. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, on montre la présence d'une fréquence fondamentale, le premier pic 440, et des fréquences harmoniques qui sont multiples. Donc en gros, si on vous montre cette analyse spectrale, vous pouvez être sûr qu'en fait vous avez un signal périodique de 440 Hz ici, mais vous pouvez être sûr que le motif ne sera pas celui d'une onde sinusoïdale, puisque vous avez plusieurs composantes fréquentielles. En fait, c'est la richesse de ces composantes fréquentielles, c'est ça qui va faire en gros la forme et la richesse du motif. Si vous avez un seul pic, vous avez une sinusoïde classique, basique, on va dire, telle que vous l'avez étudiée en maths. Ensuite, intensité et niveau d'intensité sonore. Les sons perçus sont caractérisés par ce qu'on appelle une intensité sonore qu'on note I. C'est une grandeur exprimée en watts par mètre carré, watt.mètre-2, correspondant donc à une puissance transportée en watts par unité de surface. Alors, on vous dit I égale P sur S. Alors, regardez bien ce petit schéma que je trouvais relativement clair. Vous avez ici un haut-parleur qui crée une onde sonore. Mais cette onde sonore, bon, on va supposer qu'en gros, elle se répartit donc de manière homogène sur une sphère de rayon petit r. Et donc l'air de cette surface, c'est 4pi r carré. Et 4pi r carré, donc l'intensité, c'est P ici sur la surface. Donc qu'est-ce que vous voyez sur ce schéma-là? Il était assez intéressant pour que vous compreniez qu'en fait, si vous avez une sphère de rayon R, donc vous avez I. Si vous passez ici, là, le petit r, vous le remplacez par 2r. Dans ce cas-là, vous allez voir que 2r au carré, ça fait 4r carré. Et donc c'est pour ça que vous divisez l'intensité sonore par 4. Donc quand vous reculez d'une distance 2 fois plus grande, vous divisez l'intensité sonore par 4. Si vous remplacez ici dans cette formule-là le petit r qui est ici, là, vous le remplacez par 3r, donc ça veut dire que si vous mettez 3r au carré, ça va faire 3 au carré 9, r au carré, ça va faire r au carré comme dans la formule, et en gros le i ici, vous allez le diviser, celui-là, vous allez le diviser par 9. Donc en gros, si vous êtes à 1 mètre, que vous passez à 2 mètres, 2 fois plus grand, donc vous divisez l'intensité sonore par 4. Si vous êtes à 1 mètre et que vous avez i, vous passez ici, vous passez à 3 mètres, vous allez diviser l'intensité sonore par 9. Donc c'est pour ça que cette information-là, cette image-là, je la trouvais intéressante pour vous faire représenter donc, cette idée-là. Donc retenez bien, ici, vous avez une puissance sonore ici au centre. Elle se répartit donc de manière égale dans un premier modèle sur une sphère de rayon R, en supposant qu'elle se répartit homogène dans les 3 dimensions de l'espace. Et donc c'est pour ça que la surface ici c'est 4pi r carré. Alors toutefois, pour comparer les intensités sonores entre elles, il est plus commode de faire appel à la notion de niveau d'intensité sonore que vous avez déjà utilisée même sans le savoir. Des fois vous aurez peut-être aussi marqué niveau sonore qu'on note L.
et elle est exprimée en décibels. Décibels, c'est déjà une unité que vous avez déjà utilisée ou au moins entendue. Alors, il y a un passage entre donc, le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore. Et la formule est la suivante, c'est L égale 10 fois le log de I sur I0. Alors le log, pour l'instant, utilisez-le comme une fonction qui est dans votre calculatrice. C'est une fonction, hein. C'est-à-dire que si vous tapez en maths y égale le log de x, vous allez obtenir une courbe. Donc c'est juste qu'on va vous demander d'appliquer. C'est-à-dire on va vous demander de calculer donc et on va vous donner des i, on va vous demander de calculer des niveaux d'intensité sonore. Alors si jamais on vous demande l'inverse, rassurez-vous, on vous donnera la formule pour passer de l'un à l'autre. Mais ici, retenez bien qu'il y a un passage entre donc le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore, donc qui est 10 fois le log de I, l'intensité sonore du son que vous étudiez, divisé par I0, I0 étant égal à 10-12 watts par mètre carré, c'est l'intensité sonore à partir de laquelle un son est audible pour l'oreille humaine, ce qu'on appelle un son de référence, une intensité sonore de référence. Alors ici, par exemple, vous avez une image que je trouvais relativement intéressante qui vous donne en gros le parallèle entre l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore en décibels. Donc 0, c'est le seuil d'audibilité. 10-12 watts par mètre carré, ça correspond à 0 décibels. Quand vous êtes dans une chambre à coucher, vous avez l'impression qu'on n'entend rien, mais en fait, il y a à peu près 30 décibels. Si vous mettez donc votre téléphone avec votre mode sonomètre, je vous encourage à le faire. Donc dans ce cas-là, vous verrez qu'on est autour ici, par exemple, de 10-8, 10-9, on est autour de 10-9 watts par mètre carré. Si vous êtes dans une salle de classe où il y a toujours un petit peu un bruit de fond, donc ou quelqu'un qui parle, vous êtes à 70 décibels. 70 décibels, vous serez autour de 10-3 watts par mètre carré. Watts par mètre carré, ça veut dire qu'il faut imaginer un watt par mètre carré, 10-3 watts par mètre carré, votre tympan il fait, il fait 1 cm carré, vous pouvez calculer la puissance en watts que vous recevez. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ces calculs-là avec cette intensité-là. C'est une intensité sonore en watts par mètre carré quand on est sur la surface, hein, ici. Alors imaginez, vous êtes là, imaginez que cette petite surface-là, là, cette petite aire, là, petit carreau, c'est votre tympan, bah, vous pouvez faire des calculs ensuite en prenant la surface de votre tympan. Alors ensuite, vous avez ici, bon, pour tout ce qui commence à être le seuil de danger, 90 décibels. Donc seuil de risque, donc ça veut dire que si vous restez exposé longtemps, vous prenez des risques. 90 décibels, si vous restez exposé longtemps, vous vous mettez en danger. Donc là, vous êtes autour de 10-4, 10-2, on est autour de 10-3, ici watts par mètre carré. Quand vous êtes à 120 décibels, c'est 1 watt par mètre carré. Donc c'est-à-dire que, en gros, une surface de 1 mètre carré reçoit une puissance sonore de 1 watt. Donc ça commence à être très douloureux. Et enfin, un avion au décollage, vous êtes à 140, donc ça correspond à 10 puissance 2 watts par mètre carré. Ensuite, donc vous verrez certainement dans comment fonctionne votre tympan, et vous verrez que votre tympan, c'est une membrane qui vibre, et que si jamais l'intensité sonore qu'elle reçoit par unité de surface, et selon la surface de la surface qu'il reçoit, vous allez voir que si vous avez trop de puissance, ça peut créer des dommages. Ensuite, les sons émis par une corde vibrante. Donc une corde tendue, mise en vibration, émet un son composé dont la fréquence fondamentale F1 dépend des caractéristiques de la corde. Donc en gros, pour faire simple, vous mettez une corde à vibrer, donc elle va émettre un son. Ce son composé, dont la fréquence fondamentale, donc la fréquence fondamentale, c'est-à-dire c'est la fréquence ici, la première composante sur le spectre ici de son composé, le premier pic dans l'analyse spectrale, ou alors la fréquence du signal, correspondant à la période du signal. Donc cette fréquence fondamentale va dépendre des caractéristiques de la corde. Alors elle va dépendre de la longueur de la corde, qui peut vibrer. Elle va dépendre de la tension avec laquelle la corde est tendue. Et elle va dépendre de la masse linéique de la corde. Alors la masse linéique, c'est quoi? Dans masse linéique, vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a masse, donc c'est la masse. Et linéique, c'est linéaire, donc c'est par rapport à la longueur. Donc chaque corde a une masse par unité de longueur, donc étant, je sais pas moi, un gramme par mètre. Donc ça veut dire que pour toutes les cordes, si vous prenez une guitare, c'est le meilleur exemple, si vous prenez toutes les cordes d'une guitare, elles n'ont pas la même grosseur, les cordes, donc elles n'ont certainement pas la même masse linéique. C'est-à-dire que si vous prenez 1 mètre de chaque corde, la corde la plus grosse va certainement avoir une masse qui sera plus élevée que la corde la plus fine. Donc pour une même longueur, 1 mètre par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la masse linéique.
La longueur de la corde, bah, vous savez bien que quand vous regardez quelqu'un jouer, il met ses doigts sur il fait bouger ses doigts donc sur la guitare, sur le manche, et en faisant ça, il joue sur la longueur de la corde. Et normalement, la tension, on joue surtout là-dessus pour quand on veut accorder les cordes. Quand on veut accorder les cordes, on tire au bout du manche, là, on enroule les cordes de manière à ce que on joue sur la tension. En fait, on les tend plus ou moins, les cordes, pour que, en gros, selon les notes qu'on veuille faire, on ait bien la bonne note. Donc, on accorde, ce qu'on appelle, on dit bien, on accorde la guitare en tendant ou en détendant, de manière à avoir la bonne note pour la bonne corde. Ces propriétés donc sont exploitées bien entendu aussi dans les instruments à cordes, que ce soit des instruments pincés, frappés ou pincés, je me trompais là. Ensuite, dans les instruments à vent, donc c'est la vibration de l'air dans un tuyau qui provoque l'apparition du son. Donc c'est plutôt moins le même phénomène, sauf que cette fois-ci, donc c'est pas une corde qu'on met en vibration, qu'on met en mouvement, donc c'est la vibration de l'air, donc dans une flûte par exemple. C'est des colonnes d'air qui se mettent à vibrer dans un tuyau, donc selon en fait la position de vos doigts, vous n'avez pas forcément aussi la même longueur de tuyau d'air qui vibre, etc., etc. Au niveau de l'essentiel en image, donc ici, vous avez donc le son, donc c'est des vibrations de couches d'air à retenir. Au niveau de la nature, on a vu deux sons, les sons sinusoïdaux, c'est-à-dire des sons tels que vous les avez étudiés en maths, où ici vous avez la période F égale 1 sur T. Au niveau du spectre, ici, un pic pour les signaux sinusoïdaux. Un pic qui correspond ici à la fréquence du signal, la fréquence qui est définie par F égale 1 sur T si vous repérez un motif. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle la puissance. Donc la puissance ici. Donc la puissance, c'est le niveau d'intensité sonore L en décibels. Donc l'intensité sonore L est définie en watts par mètre carré. Au niveau de l'émission, donc au niveau de l'émission, donc ça c'était l'essentiel. Ensuite, je reprends plus bas. Le son est un phénomène vibratoire. Donc ici on vous dit que le son pur, ici regardez bien, vous avez une sinusoïde qui est dessinée. Donc ça c'est quand vous mettez, hein, c'est pour ça que ce schéma-là était relativement bien. Vous prenez un micro, vous le reliez à l'ordi, vous allez obtenir ça. En fonction du temps, vous allez obtenir une amplitude. Donc si vous prenez un diapason, vous allez obtenir ici donc un signal sinusoïdal avec un pic à 440. Ici, si vous prenez un son composé, donc avec par exemple, vous jouez la même note, hein, un La3 avec une guitare, un saxo, et en bas, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris une guitare. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, vous avez trois signaux qui ont les mêmes périodes. Si vous repérez les mêmes périodes, vous repérez, donc, absolument pas les mêmes motifs. Alors, on voit bien déjà, la première chose, ces signaux sont périodiques, il y a un motif qui se répète. On voit bien que le motif n'est absolument pas le même. Et si on fait les analyses spectrales, regardez bien avec l'ordinateur, on voit bien qu'ils ont tous la même, sauf celui-là, parce que lui, il joue avec 660, c'est marqué ici. Mais ces deux-là, là, ils jouent tous, ils ont tous les deux la même fréquence fondamentale, 440 Hz. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que les harmoniques ici, regardez bien, pareil, même fréquence, hein, ça veut dire que là c'est à 880, là ça va être à 3 fois 440, 4 fois 440, 5 fois 440. Par contre, on voit bien que les amplitudes des harmoniques, elles ne sont pas les mêmes. Donc en fait, c'est parce que les amplitudes des harmoniques ne sont pas les mêmes que ces deux sons-là n'ont pas le même motif. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont la même fréquence fondamentale qu'en fait, si vous repérez un motif ici et un motif ici, vous aurez la même fréquence, puisque ici, vous avez la même fréquence fondamentale. Ensuite, ici, c'était l'image de votre manuel. Donc là, c'était dans votre manuel, ça. Donc c'était pour vous montrer donc un son pur ici, vous avez un signal sinusoïdal quand vous faites le spectre ici. Pourquoi je voulais vous le montrer? Parce qu'en fait, le spectre, ici, regardez bien, ils ont fait un seul pic, mais le pic, ils l'ont pas fait infiniment fin. Donc en fait, ils ont plus tenu compte en fait ici du fait que quand vous faites un spectre, vous n'aurez jamais un pic infiniment fin. Vous aurez un pic qui aura une certaine largeur liée à un phénomène que vous verrez plus tard dans vos études. Mais en fait, c'est plus réaliste. Quand ensuite vous avez donc l'intensité sonore ici, donc I égale P sur S, donc I, l'intensité sonore en watts par mètre carré, c'est donc des watts par des mètres carrés, surface de propagation, et vous pouvez passer dans ce cas-là au niveau d'intensité sonore. Et quand vous faites un son composé, donc le son composé ici, vous avez donc un signal qui est périodique ici, on voit bien qu'on a un motif qui se répète,
cours du temps. Par contre, ici, on voit clairement que ce n'est pas une sinusoïde. Et donc, si ce n'est pas une sinusoïde, ça veut dire que dans le spectre, vous allez avoir plusieurs pics, dont le premier qui sera donc la fréquence fondamentale, correspondra en fait à la fréquence du signal, hein. C'est-à-dire que si vous prenez donc le motif ici, par exemple, paf, vous arrêtez là, ben ça correspondra à la durée de ce motif, ça correspondra à la période, et si vous faites f égale 1 sur t, vous obtiendrez f1. Vous avez ensuite F2, F2 étant égal à 2F1, F3, 3F1, F4, 4F1, etc. Donc ça, c'est les harmoniques, et l'amplitude des harmoniques fait qu'en gros, vous avez un motif qui est celui-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.